ils ont fait interrompre la circulation pendant 30 minutes Non, avec les forces de l'ordre mais non. pour sécuriser la zone, pour me permettre de passer et d'être filmé avec les caméras sur les rails. Là. Ouais. On a tourné pendant 9 heures de temps dans les sous-sols de l'hôtel Pullman d'Abidjan. Ouais. On a commencé le matin à 8h30, on finit quasiment vers 21h. Ah, t'en pouvais plus. C'était terrible. Du coup, quand tu as vu la série, ça dure 2 minutes. Bien sûr, bien, imaginez en 9 heures de temps ce qu'on peut dire quoi, sur le mouvement, l'historique du mouvement en Afrique. Pourquoi est-ce que je suis devenu raïlien? Qu'est-ce qui me motive à rester raïlien? Qu'est-ce qui fait que le mouvement a une explosion, un développement exceptionnel en Afrique? Tu sais quoi? Là, cette émission, elle est faite pour ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette série Les Raéliens de Netflix. Pourquoi? Vous avez tous vu sûrement, beaucoup d'entre vous, ce documentaire Raël, le prophète des extraterrestres sur Netflix, où il est question de la vie de Raël et de la vie du mouvement raélien. Et dans cette série, vous avez pu voir quelques Raéliens qui témoignent. C'est pour ça qu'on a appelé cette série les Raéliens de Netflix. Aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et nous recevons Ya Boni. Bonjour Ya. Bonjour Xavier, bonjour. Bienvenue pour cet épisode de cette nouvelle série. C'est un plaisir. Quel est l'état d'esprit de cette série? En fait, beaucoup de gens ont vu cette série Netflix, où en fait on voit très peu, il y a quelques témoignages de Raéliens, et on les voit très peu. Et parce que vous avez tous passé des heures et des heures d'interviews. Tout à fait. Et une toute petite partie en a été prise. Et l'important, c'était de faire une sorte de bonus pour tous les gens qui veulent en savoir plus, afin qu'on puisse vous entendre et t'entendre. Parce qu'on te voit et on voit la partie africaine, entre guillemets, Kamit. On en parlera un peu plus tard de ce mot Kama, à la fin de la série. Première question qu'on a envie de te poser, déjà, qui es-tu? Ok, comme tu l'as dit, je m'appelle Ya Boni, c'est le nom commun. Sinon, à l'état civil, je suis Yves Boni. Je suis professeur de sciences physiques, donc physique-chimie, professeur de lycée. Et je suis également donc évêque raélien. D'accord. Voilà, et voilà simplement ce que je suis. D'accord, donc en fait, Netflix t'a approché pour que tu viennes témoigner pendant cette série. Donc du coup, en quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé de cette série? Tout d'abord, je pense que le projet est né on nous en a parlé, on peut dire, au mois d'octobre-novembre 2020. On était en plein Covid et puis, donc c'était un projet d'espoir, on n'arrivait plus à diffuser dans cette période un peu difficile, on parlait pas des messages, donc on avait une opportunité pour nous de parler sur une chaîne de télévision internationale. C'était un peu dans le contexte que le projet nous est arrivé. Et finalement, on a tourné ici en Côte d'Ivoire au mois d'avril 2021. Donc, tout simplement, ça m'a fait un effet très positif de savoir qu'on allait pouvoir parler du mouvement raélien. Ouais. Et puis, on a attendu longtemps avant que le documentaire lui-même puisse sortir, presque 2-3 ans après. Donc ça a été tourné en 2020. En 2021. 2021, ok. Et c'est sorti en 2024. La partie africaine a été tournée en avril. Fin mars, début avril 2021. Mais il faut dire qu'ils ont tourné sur tous les continents quasiment. Et l'idée au départ qui nous avait été présentée, c'était que ce serait une série documentaire de 5 épisodes avec un épisode par continent. Ok. Donc, 40 minutes pour chaque continent pour présenter le mouvement raélien, son développement, son histoire sur chaque continent. C'était l'idée de départ que nous avons. C'est l'idée qui t'a été présentée, en fait. Et on avait trouvé cette idée vraiment géniale, formidable. Et donc, voilà le contexte dans lequel ça s'est passé. Parce qu'en fait, dans la série, on te voit au 4e épisode, à la fin du 4e épisode, je crois qui s'intitule Vers l'infini et l'au-delà. Et le mouvement raélien africain est présenté, alors je sais pas s'il est présenté comme l'avenir du mouvement, mais voilà. Raël, impliqué en Afrique, tout ça. Alors, on va
on va en reparler, hein, Tout à fait, tout à fait. la portée de la philosophie raélienne en Afrique. C'est ça. Mais juste avant, comment ça s'est passé le tournage? Ah, je peux dire que c'était grandiose. C'était grandiose, c'était aussi presque fraternel l'ambiance, très sympathique. L'équipe, d'abord, c'était pas évident qu'ils arrivent à Abidjan. Ouais. Parce que c'était pendant le Covid. C'était pendant la période Covid. Mais au départ, je crois, ils t'ont proposé de venir à Paris. Voilà. Toi, tu voulais pas y aller. Tout à fait. En fait, ils souhaitaient que je me déplace d'Abidjan à Paris et ils allaient m'interviewer à Paris pour le compte de l'Afrique. Et je leur ai fait comprendre que ce serait plus intéressant pour eux de venir en Afrique puisqu'ils verraient en plus de moi certainement d'autres Raéliens africains. Et surtout s'ils choisissaient une date qui coïncidait avec un de nos événements, comme une fête raélienne. Donc c'est ce projet qu'on leur a vendu. Apparemment, ils n'avaient pas de budget prévu pour ça. Donc, au départ, ça coinçait. Mais finalement, ils ont trouvé les moyens nécessaires et ils sont venus de façon majestueuse. Près d'une quinzaine de techniciens, journalistes, animateurs. C'est une équipe vraiment balèze, comme on dit, avec du matériel vraiment impressionnant. Ah, la production est forte. Ils étaient plus de 15, hein, tu dis. Oui, quinzaine le bas mot. Ils ont choisi les meilleurs hôtels à Abidjan. Ils ont mis en place toute une logistique pour pouvoir voir, découvrir, connaître, enregistrer le mouvement raélien en Afrique. Et ça, j'ai été impressionné par, je considère ça comme une marque c'est comme une marque de considération pour le mouvement, que ces journalistes, ces professionnels se soient mobilisés pour venir découvrir la vérité. Parce que c'est comme ça, ils ont dit qu'on entend parler du mouvement raélien par soit des anciens raéliens ou des anti-raéliens. Rarement, on a entendu les raéliens donner leur version de l'histoire. Et leur approche, c'était pour une fois de donner l'occasion à des Raéliens de parler de leur philosophie de l'intérieur. Et ça, on a aimé l'approche. On a trouvé ça très humain. C'est pourquoi je disais que l'ambiance était bonne. L'ambiance, en tout cas, durant le tournage, l'esprit était bon enfant. En tout cas, c'était l'état d'esprit, quoi. Il y avait un état d'esprit bienveillant. Bienveillant. Ils nous ont donné l'impression, en tout cas, d'être des personnes qui voulaient réparer des injustices. Ça, c'est intéressant ce que tu dis là. Ils voulaient réparer des injustices parce que l'équipe disait qu'ils avaient eu l'occasion eux-mêmes de voir des films documentaires ou des émissions télé sur les Raéliens en France, un peu partout, et ils avaient le sentiment qu'il y avait une injustice qui se faisait à l'endroit des Raéliens. Et ça, leur souci était de réparer cette injustice. Et ça t'a été rapporté? C'est des propos qui t'ont été rapportés? Oui, ce sont les présentateurs de l'émission, ceux qui étaient venus m'interviewer, c'est ce qu'ils disaient. Il s'appelait Antoine, je sais plus trop, mais voilà, c'est des personnes qui étaient là, les responsables du plateau où on a tourné. C'est eux qui nous ont partagé cela. En tout cas, Netflix est venu. Tu disais, ils sont descendus dans les grands hôtels, tout. Oui. Il y a eu des gros moyens de production, des drones, tout ça. Si, des drones ont été utilisés. Il y a même une séquence qui a été tournée dans le quartier de la Riviera 2, au rond-point, où on parle de poulet chaud. C'est une zone qui grouille de monde en général, il y a le trafic et tout. Ils ont fait interrompre la circulation pendant 30 minutes. Non. Avec les forces de l'ordre. Mais non. Pour sécuriser la zone, pour me permettre de passer et d'être filmé avec les caméras sur les rails. Wow. 30 minutes, tout ce grand carrefour de la Riviera 2 a été immobilisé. Pour vous donner une idée de la mobilisation et du sérieux qu'ils ont mis à l'interview. Et ça, en fait, ce que tu dis, qu'il y a la gendarmerie, la police ivoirienne ou autre. Ils étaient tous à contribution. Ils ont bouclé tout un quartier pour pouvoir faire un plan avec toi. Exactement. C'est ok. Donc, il y avait une vraie volonté de faire quelque chose. Une volonté de prendre la vérité dans toute sa nudité. Ouais, mais du coup, voilà. Du coup, il y a, donc, il y a. Du coup, quand t'as vu la série, ça dure 2 minutes, en fait. Oui, ça dure 2 minutes. C'est peut-être là aussi que déjà même quand ils ont commencé à annoncer la série, les premiers sons, la bande d'annonce, ce qui est dit, ne me semble pas être des personnes qui veulent montrer le mouvement raélien sous son vrai jour. J'ai eu l'impression que déjà, on était dans la longueur d'onde de la calomnie, de présenter la religion raélienne un peu comme d'autres l'ont fait auparavant, de chercher à la dégrader, d'être dans le sensationnel. Voilà, d'attirer le regard sur c'est comme si c'était vraiment la partie business. Parce que vous savez, le monde des médias, on aime bien tout ce qui est sensationnel, ce qui est choc, ce qui a tendance à détruire. Ça attire plus le regard que ce qui finalement construit. Et c'est ce sentiment que j'ai eu au départ. Et puis finalement... Et ensuite, quand tu l'as vu? Quand je l'ai vu de moi-même,
Et là, j'étais un peu déçu quand même. Ouais. J'étais un peu déçu. Déjà, un peu ce que tu dis, il y avait des gros moyens de production et puis surtout il y avait une intention. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, peut-être de rétablir toutes des années de discrimination. Exactement, Voilà, et tu t'es dit que c'est là qu'a été ma première grande déception, c'est que finalement je n'ai pas senti cette volonté de justice, cette volonté de rétablir la vérité, de donner vraiment la parole aux Raéliens. Qui était annoncée, quoi. Qui était annoncée. Et même quand il donne la parole aux Raéliens dans le documentaire, il y a toujours un commentaire malveillant qui accompagne, qui oriente le spectateur ou le téléspectateur. Alors, il n'y a pas de commentaire dans la série. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de voix off. Mais par contre, c'est orienté, quoi. Ouais, c'est orienté. Voilà, c'est orienté et puis bon, ça peut biaiser. Et il y a eu aussi des montages. Moi, par exemple, il y a des parties, ils m'ont posé une question, on demande donc, tu es le prophète de l'Afrique. Eh oui. Et puis, en fait, il m'a posé 2 ou 3 questions différentes. C'est vrai qu'il y a ça. Tu es le prophète de l'Afrique. Voilà. Il met cette question, la réponse qu'il donne, ce n'est pas la réponse à cette question. Mais non. Il m'a posé une autre question où j'ai dit oui. Alors, il a chanté. Non. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est une information que tu donnes. Ça, je ne savais pas, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Il me pose une question. Après, voilà. Et puis, la réponse oui qu'il donne, ce n'est pas la question qu'il a posée. Et ça, peut-être que c'est des pratiques journalistiques, mais je trouve que c'est pas. Ouais, c'est pas correct. C'est pas correct, quoi. En tout cas, ce qui compte aujourd'hui, encore une fois, et pourquoi on fait cette série, c'est que ton visage, il est passé dans le monde entier, dans le monde entier. Donc il y a eu même si ça n'a pas duré longtemps, même si ça a duré 2-3 minutes dans le documentaire, alors que derrière il y a eu des heures d'interviews. Ils sont restés combien, une semaine? Ils sont restés d'abord une semaine à Abidjan. Une semaine complète. On a tourné sur 3 sites. On a tourné pendant 9 heures de temps dans les sous-sols de l'hôtel Pullman d'Abidjan. On a commencé le matin à 8h30, on a arrêté à 13h, on a repris à 16h30 pour finir quasiment vers 21h. Ah, t'en pouvais plus, là. C'était terrible. Mais en même temps, agréable parce que c'était une équipe professionnelle, ils veillaient par moments à faire des petites pauses. Et puis il y avait des questions intéressantes. Il y avait des questions intéressantes. Parler du mouvement raïdien, en tout cas pour moi, la fatigue, on ne la sent pas, quoi. Donc on a mis 9 heures de tournage dans le sous-sol de Pullman. Ensuite, on a tourné dans les rues d'Abidjan, avec le drone et tout ça, dans la zone de la Riviera 2. Et on a tourné aussi au niveau de l'hôtel où on a fait la fête de la création du début d'avril, premier dimanche d'avril. Là-bas, on a tourné durant quasiment toute la journée. On a commencé autour de 8h pour finir à 18h. Donc, imaginez le volume de tournage. Mais ce qu'ils voulaient surtout, c'était, on le sent, on le voit dans le reportage, puisqu'il y a des images de cette fête, le premier dimanche d'avril, qui fait partie d'une des 4 dates fête raélienne, où les Raéliens se retrouvent. Et donc ça, on le voit dans le documentaire. Donc ça, c'est intéressant. Mais du coup, toi, à ton niveau, qu'est-ce qui t'as développé plein de choses, quoi. Ils t'ont posé plein de questions. Bien sûr, imaginez en 9 heures de temps ce qu'on peut dire, quoi, sur le mouvement, l'historique du mouvement en Afrique. Pourquoi est-ce que je suis devenu raïdien? Qu'est-ce qui me motive à rester raïdien? Qu'est-ce qui fait que le mouvement a une explosion, un développement exceptionnel en Afrique? Tu sais quoi? Là, cette émission, elle est faite pour ça. C'est ça. Puisque tu y as répondu, mais c'est pas ressorti dans Netflix. Tout à fait. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vu la série et qui ont envie de savoir. Toi, Yaboni, tu as quel âge? J'ai 52 ans aujourd'hui. 52 ans. Et j'aurai bientôt 53 ans le 21 mai prochain. Et tu es rentré dans le mouvement raélien, tu as décidé d'agir dans le mouvement raélien. Tu avais quel âge? J'ai connu en fait la religion raélienne en classe de 4e. Donc j'avais à peine 14 ans. D'accord. C'est là que je reçois, et ça se passe de façon très spéciale. J'arrive en congé de Noël chez mes parents, parce que moi j'allais à l'école à Grand Bassam, dans une autre ville. Grand Bassam qui est à côté d'Abidjan. Grand Bassam qui est près d'Abidjan, et même mes parents résidaient à Toumoudi, au centre du pays, à 200 km. D'accord. Donc chaque vacances, j'allais rejoindre les parents. D'accord. Et on est plusieurs frères comme ça, d'autres vivaient encore dans d'autres villes à Boisflé et tout. Alors donc, quand j'arrive à la maison en famille, dès que j'arrive, je rencontre mon frère aîné, qui dit, ah, venez, j'ai un livre à vous présenter. C'est un livre vraiment formidable. Mon frère aîné. Ton frère aîné, quoi. Il s'appelle Séverin Boni. C'est lui qui avait eu contact avec un éducateur de son établissement qui lui était raïdien, qui lui a passé le livre qui dit la vérité. D'accord. Alors, donc, quand il sort
le livre devant moi, et puis nous tous, puisqu'on était plusieurs dans la chambre, un autre de mes frères qui s'appelle Octave Claude Bonny, qui lui était élève dans une autre école à l'intérieur du pays, là-bas, à plus de 300 km de là où on était. Il dit, mais c'est pas possible, j'ai le même livre que mon professeur, qui est le professeur de biologie, m'a donné le même livre. Il sort, donc on se retrouve en cette période, c'était en 1985-86, au mois de décembre, avec 2 livres venus de 2 personnes qui se connaissent pas du tout, mais qui arrivent chez nous à la maison. Donc moi, c'est mon premier contact avec le mouvement raïdien. Et puis, sur place, je prends un peu mes distances, je m'engage pas vraiment, mais je passe mon temps à plutôt écouter les chansons de Raël, parce qu'ils avaient envoyé aussi des cassettes. Ah, il y avait des chansons. Chansons, Raël chantait, ni Dieu ni âme, Elohim et toutes ces chansons. Moi, après manger à midi, je fermais tout le salon, je mettais la sono, je mettais la cassette et je passais mon temps à écouter. Donc moi, j'ai connu les messages beaucoup plus par les chansons que par le livre. Parce que je vais lire le livre, mais beaucoup plus tard. Donc, alors ça, c'est vrai que dans le documentaire, on le voit, que Raël, dans les années 60, était chanteur. C'est ça. Et quand il a créé le mouvement de ça, il y a eu quelques chansons, beaucoup même de chansons qui ont été écrites, qui reprenaient les thèmes du message raélien. Ni Dieu ni âme. Ni Dieu ni âme. Et j'imagine que quand tu es en Afrique avec les robots, et ça, moi, ça me touchait, ça me parlait. J'étais plus sensible peut-être au côté artistique, à la musique, et je comprenais vraiment ce que Raël disait. Je ressentais que c'était vraiment vrai. Moi, les messages vont venir, les livres en tant que tel, je vais les... Et quand tu dis que tu ressentais ce qui était vraiment vrai, c'était ce fait que il n'y ait ni Dieu, ni âme, en fait, on est le fruit d'une création. C'est ça. C'était vraiment formidable. Moi, je me laissais emporter, je pouvais écouter les chansons de Raël toute l'après-midi, je me surprenais. Voilà, ça c'est comme ça, c'est parti pour moi. Et après, donc, tu vis, t'es à Abidjan, quoi, c'est ça? Voilà, après, je viens à Abidjan à l'université. Après, donc, t'es un jeune homme, quoi. Voilà, je suis un jeune homme. Ans, exactement. Je viens à l'université, je fais la faculté des sciences et techniques, donc, ça me permet d'avoir... Tu fais la faculté de sciences et techniques. D'accord. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendu Raël chanter ou que j'ai eu par information par mes frères, qui eux étaient vraiment raéliens actifs. Et que je retrouve beaucoup dans les études que je fais au niveau supérieur. Et donc, je suis vraiment touché par ces choses-là. Je regarde le documentaire d'Eric Van Daniken aussi, des preuves archéologiques. Alors, Eric Van Daniken, c'est un Allemand. Un Allemand, c'est ça. Un chercheur scientifique allemand qui a été un des premiers à avoir fait le tour de la planète pour rechercher les traces des extraterrestres. Les traces extraterrestres. Voilà, donc. Les pistes de Nazca, tout ça au Pérou, c'est lui. Ça aussi, ça me touche beaucoup. Et donc, du coup, je sens la vérité venir à moi sous tous les angles. Artistique, sous l'angle archéologique, anthropologique, sous l'angle scientifique. La vérité raélienne s'exprime à moi de partout. Parce que tu es un étudiant, Oui, je suis étudiant, exactement. Mais ça, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup le mouvement raélien en Afrique. Tout à fait. C'est qu'il y a beaucoup d'universitaires, de scientifiques, on est d'accord, hein, Si, ça, c'est quelque chose. Les raéliens, faut dire, le mouvement raélien est arrivé en Afrique par quelqu'un aussi de très spécial, charismatique. C'est Zadou. Zadou Lazare, quelqu'un qui, au regard des messages de ce que Raël lui a dit, a vraiment encouragé les jeunes Africains, les jeunes filles, les jeunes hommes, à vraiment aller au maximum dans leurs études. Voilà. De te donner à fond dans les études, parce que grâce aux études, ils pourraient, quelque part, faire partie, peut-être, de cette infime partie de notre humanité qui pourrait contribuer, n'est-ce pas, à la création un jour de la vie ailleurs. Donc, il y a ce rêve de devenir nous-mêmes, pourquoi pas, des Elohim pour d'autres peuples de l'univers. Donc, il y a ce rêve qui était là, et puis, être scientifique, être artiste, peu importe, mais faire en sorte de ce que nous faisons, de le faire bien. Et ça va être très payant dans l'image de la région raélienne en Afrique. Parce que tous les jeunes raéliens sont dans leur milieu bienveillants, travailleurs, et les parents constatent que cette religion amène leurs enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes dans la société. Et donc, dans une ville comme Toumoudi, où il y avait vraiment des cavales contre les raéliens, des parents disaient que non, c'est pas bon. Mais quand on donne les résultats scolaires, ce sont les raéliens qui sont les meilleurs. Et donc, à un moment donné... Alors, ce qui est intéressant, quand tu dis non, les parents sont pas pour, tout ça, sont pas bon, c'est pas bon, c'est parce que ça remettait en question l'existence de Dieu, quoi. Tout à fait, parce que c'est exactement, parce que vous comprenez que le message raélien nous fait comprendre que Dieu n'existe pas. Et nos pays, la Côte d'Ivoire est un pays chrétien, quasiment déiste à quasiment 90%, chrétiens, musulmans, donc musulmans aussi, Donc la grande majorité des gens, c'est la vérité qui a été établie comme ça. Dieu existe, tout est Dieu. Imaginez en Côte d'Ivoire quand le président finit un discours,
il évoque le nom de Dieu, quoi. Que Ouais. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, c'est la Ouais. phrase de référence. Et voilà une religion qui vient dire que Dieu n'existe pas. Et Ouais. ça crée, ça chamboule un peu les valeurs. Et donc, au départ, les parents n'avaient pas très bien vu le fait que leurs enfants soient raéliens. C'est par la suite, dans la manière de vécu quotidien des gens, la bienveillance qu'on développait. Et finalement, aujourd'hui, c'est les parents qui demandent que les raéliens soient, que leurs enfants soient amis des raéliens, qui s'approchent des raéliens. Ouais. Voilà. Donc, Non, mais ça, ouais. c'est quelque chose de Le spécial. mouvement raélien a vraiment une bonne image, quand même, dans les Très pays bonne francophones. Oui. C'est surtout ici, les pays francophones ou il y a les pays anglophones? Oui, le mouvement se développe beaucoup plus lentement en milieu anglophone, parce qu'il faut dire que tous les supports de communication au départ étaient d'abord en français. C'est aujourd'hui, peut-être dans les 10 dernières années, que l'anglais reprend un peu le dessus dans la communication du Maitreya et tout, du prophète. Au départ, il enseignait en français. Donc, le mouvement va se développer fortement en Afrique francophone. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, et puis Togo, Bénin, petit à petit, et puis ça va tendre la toile. Et là, on est quelque part en plein dans le sujet, parce que c'est des questions qui ont été abordées, qui auraient pu sortir dans le documentaire de Netflix, qui l'ont pas été. Non, ils l'ont pas fait. Et c'est bien d'en parler, c'est bien d'en parler maintenant. En quoi la philosophie raélienne, ce qu'on appelle les ouvrages qu'a écrit Raël et les messages raéliens, en quoi ce contact avec une civilisation extraterrestre, et toute cette philosophie qui est derrière, qu'est-ce qu'elle apporte aux Africains, quoi? Parce qu'il y a... C'est une religion qui ça nous apporte vraiment de la valeur. Parce que comprenez bien, un jeune Africain a été, de nos époques en tout cas, a grandi dans le complexe d'infériorité du blanc. Dans le complexe d'infériorité des blancs. Vis-à-vis du blanc. On a toujours pensé, les images dans les Bibles, dans les écrits anciens chrétiens, montrent toujours Satan, le diable, noir. Il est noir. Ah oui? Oui. Okay. Dans toutes les représentations bibliques, dans les livres, tout ça. Dans la Bible, on représente Satan paraît en noir. Sérieux. Et puis le bon Dieu est blanc. D'accord. Donc, dans la psychologie d'un Africain... Je te dis ça parce que en France, c'est pas le cas, quoi. Bon, en tout cas, ici, c'est comme ça, malheureusement. Le diable, c'est souvent, il est rouge. Donc, ici, il est noir. Il est pas noir. Voilà, il est noir. Et puis, donc, on est persuadé que nous sommes vraiment les derniers, quoi. Nous sommes les mauvais, nous sommes les condamnés. C'est comme ça que l'enfant africain grandit. Donc, de savoir que... Donc, il y a toute une éducation tradition judéo-chrétienne, là, dévalorisante pour dévaloriser le noir. Le noir par rapport au blanc, quoi. Et donc, de savoir, suivant de la colonisation. Tout à fait, suivant la philosophie raélienne, de faire comprendre que nous avons été créés tous égaux par des races, par des extraterrestres, suivant plusieurs laboratoires, avec les noirs ici, les blancs, mais tous créés par des extraterrestres qui eux-mêmes sont à l'image, j'allais dire, des différentes races. Ça change tout. D'accord. De comprendre que chez les héroïnes aussi, il y a des noirs, qu'il y a des blancs, et ça change la perception de l'origine de la vie sur Terre. Parce que c'est une partie des ouvrages qu'a écrit Raël. Cette vérité. Et puis, quand il a rencontré cet extraterrestre, qui lui a dit que sur leur planète, c'est ça, de 25 000 ans d'avance, il y avait autant de races que chez nous. Voilà, que ça a commencé comme ça, et que il n'y a pas de supériorité de X. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour l'Africain. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, Raël va... Alors, je te coupe, oui. Parce que du coup, il y a une question qui peut venir. Oui. Il y a ce truc il y a cette histoire d'infériorité des hommes, des noirs par rapport aux blancs, tout ça. Mais là, je mets à la place de la personne qui découvre le mouvement ou tout ça, elle se dit, mais attends, mais du coup, c'est un homme blanc qui vient amener, c'est un homme blanc qui vient amener ce message. Oui. Et ça, c'est une question qu'on nous a souvent posée. Mais pourquoi encore un blanc? Voilà, pourquoi encore un blanc? Donc, Raël, le prophète Raël nous fait l'amitié. Quand il vient nous visiter ici au Congo, le Congo, c'est un pays de l'Afrique centrale. Il a été là-bas, il a animé un séminaire là-bas. Et il a répondu à cette question en direct. Sur les médias, il était interviewé par un journaliste. Et il a posé la question, il dit, mais pourquoi est-ce que c'est un blanc qui apporte ce message? Et effectivement, c'est une question que beaucoup de Noirs se posent. Et la réponse du Maitreya Raël, et ça nous a vraiment libérés, quoi. De dire que c'est le peuple qui a péché qui doit réparer ses torts. C'est les Blancs qui sont venus avec d'abord l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, c'est eux qui sont venus foutre en griffe la merde en Afrique. Donc c'est normal que ce soit un Blanc qui vienne rattraper, corriger cela.
Et donc ça, c'était une explication qu'il nous donnait. D'accord. Et puis, autre chose, c'est que là, c'est dans le message, il est dit que il fallait que le prophète naisse dans un pays de liberté où, en tout cas, ce qu'il allait dire de révolutionnaire puisse quand même s'exprimer. Imaginez si Maitreya était un arabe qui naissait dans un pays où les libertés minimum n'existaient pas, ça aurait été difficile. En tout cas, la France, à l'époque des années 73, lorsqu'on Raël reçoit les messages, il y avait cette liberté quand même d'expression, surtout qu'il est passé dans les grands médias. Donc, il y a quand même des facteurs qui faisaient que Raël devrait être blanc. Et ça, on l'a compris. Et quelque part, aujourd'hui, peu importe la couleur, quoi. Oui, aujourd'hui, on comprend que ça n'a pas d'intérêt. On n'est plus dans cette notion de couleur. Raël a témoigné, le prophète Raël a témoigné d'une injure que un journaliste pensait lui faire, mais sans savoir que c'était quasiment une manière de le valoriser, quoi. Il a traité Raël de nègre blanc. Et Raël a dit, mais ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Parce que s'il pouvait choisir sa race à lui, il aurait choisi de devenir noir. Mais mieux, s'il choisissait aussi le sexe femme, une femme noire, s'il pouvait choisir son orientation sexuelle, il serait homosexuel. D'accord. Donc, une femme noire homosexuelle. C'est-à-dire toutes les formes qui ont été balkanisées, qui ont été, à la limite, presque méchamment pointé du doigt par la société, il voulait incarner ça. Toutes les justices de l'humanité à l'endroit des Noirs, toutes les justices à l'endroit des femmes, parce que la femme en Afrique, malheureusement, bien souvent, dans l'Afrique moderne, pas traditionnelle, parce que l'Afrique traditionnelle, la femme a une place de choix, premier choix. Mais quand les colons sont arrivés, avec un certain nombre de confusions avec l'enseignement judéo-chrétien, eh bien, les femmes ont trouvé une place vraiment en arrière. Ça a été aussi renforcé par l'islam. Avec la croyance arabo-musulmane, les femmes étaient en arrière. Et donc, la femme africaine aujourd'hui se retrouve être à l'arrière, et le prophète veut bien révéler et relever la femme. C'est pourquoi il souhaite être une africaine homosexuelle en plus. D'accord. Voilà un peu ce qu'il nous a dit. C'est intéressant ce que tu dis, parce que on comprend que c'est vrai qu'après, vous savez que la philosophie raélienne vient toucher tous les continents. Oui, tous les continents. Et voilà, il y a des motivations différentes, il y a plein de choses. Chaque continent a sa particularité. Tout à fait. Et c'est vrai que le continent africain, de par son histoire, avec, comme tu l'as dit, hein, la colonisation, l'influence des religions, et en particulier l'Église catholique, quoi, qui a transformé le peuple africain, comme a transformé également le peuple européen. Et voilà, on est pour beaucoup issus de culture judéo-chrétienne. Après, il y a peut-être une différence entre les gens qui nous écoutent d'Europe ou autre, c'est que chez nous, il y a la notion d'athéisme est beaucoup plus présente. Il y a beaucoup de gens qui croient plus en Dieu chez nous. En Afrique, c'est plus le cas, quoi. C'est plus le cas. Donc la notion de il n'y a pas de Dieu, c'est choquant. Elle est, c'est fort, c'est choquant. Mais en plus, quelque chose que la religion raïdienne, la philosophie raïdienne a porté aux Africains que nous sommes, c'est de nous rapprocher de nos cultures traditionnelles. Alors ça, c'est ce qu'on ressent quand tu parles. Oui, ça, c'est quelque chose. Le raïdien aujourd'hui, quand il est raïdien, un jeune Africain, quand il est raïdien, il n'a pas l'impression d'être déconnecté de l'Afrique authentique. Parce que finalement, quand on va dans nos villages, qu'on parle avec nos parents, à qui on demande un peu les réalités traditionnelles, leur religion, sur quoi ça, les religions authentiques traditionnelles, sur quoi ça repose, ils font allusion effectivement à des êtres petits de taille, qu'on voit dans les forêts, des êtres avec de longs cheveux, des êtres bienveillants. Alors ça, c'est incroyable. Il y a les traditions. Il y a les traditions africaines qui évoquent, qui sont totalement... Qui évoquent des êtres venus du ciel. Exactement. Avec des capacités, en griffe surnaturelles. C'est-à-dire des capacités énormes. Et ça, c'est des traditions de génération en génération. Depuis longtemps, avant même que les connaissent. Je vais vous raconter une histoire. Je pense t'avoir expliqué avec l'équipe de Netflix, mais peut-être qu'ils n'ont pas jugé bon de la passer. Tu l'as expliqué ça à Netflix, hein? Ouais, Netflix, mais tu n'as pas parlé. Et je vais raconter ça. Quand je deviens raïdien et tout, que j'ai des responsabilités dans le mouvement et tout, il y en a qui vont trouver ma grand-mère, ils vont trouver mes parents au village, dans mon village là-bas, ils vont dire à ma grand-mère, donc une personne relativement âgée, que ton petit-fils est chef d'une religion vraiment mauvaise. Il dit Dieu n'existe pas, des choses comme ça. Donc, ma grand-mère, un jour, j'arrive, et elle me pose la question. Elle dit, mais il y a mon petit-fils. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une religion qu'on dit qui n'est pas bien. C'est quoi ça? Donc, elle ne comprend pas. Alors, je suis un peu embarrassé. Comment lui expliquer la philosophie raïdienne? C'est pas évident. Et donc, j'avais ce jour-là le livre raïdien
Ouais. Le livre qui dit la vérité. Et donc, j'ouvre le livre et je retrouve l'image, le dessin en fait que Raël a fait. Vous voyez la partie où on voit une scoop volante, on voit Eneloa et on voit Raël. Voilà, donc la scène de la rencontre. On la voit cette image sur le documentaire. Très bien. On le voit, un dessin en noir et blanc. C'est à faire à la main. Là. Donc je présente à ma grand-mère, je dis, en fait c'est de cela que nous parlons. Dès que la grand-mère voit l'image, elle dit, c'est-à-dire ce sont des angbi. Angbi chez nous, ça veut dire les petits génies, ce sont les divinités des êtres en griffe qu'on voit dans la forêt. Elle dit, mais ceux-là, je les connais, nous les connaissons ici. Et puis, elle indique, elle pointe du doigt la scoop volante. Et elle dit son nom dans notre tradition. Elle dit, même les doux, ça veut dire que quand ça se déplace dans le ciel, ça fend le ciel et ça va loin. Donc, elle connaît, elle me dit, mais si c'est à cause de cela qu'on te fait la guerre, ma grand-mère, elle n'est pas lettrée, elle n'est pas là. C'est une personne qui est totalement analphabète et tout. Elle ne comprend que notre langue de chez nous, le baoulé. Elle dit, mais si c'est à cause de ces gens-là qu'on te fait la guerre comme ça, mais ils vont me trouver sur ton chemin. Et elle me dit, viens dans ma chambre. Elle me demande de venir dans sa chambre. Et dans le coin de sa chambre, il y a des petites statues, des statues représentant des êtres humains, une femme et un homme. Et elle me dit, les petites statues, on appelle ça wakassan, c'est-à-dire des hommes, des êtres en bois. Donc, c'est des statues en fait. Elle dit, ces deux que tu vois là, ils représentent ces petits génies de la forêt là, qui nous ont beaucoup aidés, ils ont beaucoup aidé nos parents par le passé. Et en hommage, pour leur témoigner que nous pensons toujours à eux, nous avons fait des statues. Et chaque vendredi, nous faisons, quand on fait à manger, on met un peu pour eux, pour qu'ils sachent qu'on pense à eux, que c'est ça notre religion. C'est un hommage à ces petits êtres qui sont dans les forêts, qu'on voit des fois, que nous faisons cette rituel. Et là, tes ancêtres, ils parlent pas de Dieu ou ils quoi parlent pas de Dieu, ils parlent de ces petits êtres. De ces petits êtres donc, qui viennent du imagine ciel. comment je me sens encore réconforté du choix de ma religion, parce que ça me ramène à mes parents. Jusqu'à aujourd'hui, bon, ma grand-mère n'est plus, mais mes parents qui sont au village, on a une tante qui est là-bas, jusqu'à aujourd'hui, moi je l'encourage à continuer les rituels traditionnels, parce que je sais que ceux dont elle parle, les prières, les libations, parce que chez nous, la prière, on verse de l'eau pour évoquer les esprits des ancêtres, mais c'est une connexion avec les Elohim. D'accord. Donc moi, je n'ai aucun problème avec nos croyances traditionnelles africaines, parce que je sais qu'elles reposent sur la philosophie, quelque part, les messages raéliens. Et Raël va... Donc en fait, il y a un retour à nos cultures. Aux cultures. Et ça, Raël va le dire de façon formelle, parce que là, quand il vient à Accra en 2004, décembre 2004, à la fin de son intervention, après une semaine d'enseignement, le dernier jour, il lance un appel aux Raéliens d'Afrique. Il dit, Raéliens d'Afrique, retournez vers vos traditions, retournez vers vos cultures authentiques. Vous y trouverez, qui sont plus belles que le christianisme et tout. Vous allez trouver là-bas des traces des Elohim dont je vous parle. Ça, il a dit en 2004. Et pour les Raéliens qui ont fait ce voyage, ce retour dans le passé, à la rencontre de notre tradition, ça a renforcé le ciment de notre religion. Ça nous a rendu plus forts parce que nous sommes Raéliens, pas seulement de ce que nous avons lu dans les messages, mais nous le sommes aussi de ce que nos parents ont vécu dans le passé. Donc, ça fait que notre réalisme repose sur, c'est vrai, notre conviction d'aujourd'hui, sur les messages, mais ça repose désormais sur, il y a un ancrage dans notre tradition africaine et ça nous rend vraiment spéciaux. C'est fort ce que tu dis, parce qu'en fait, ça rejoint cette histoire, quoi. Tout à Raël fait. qui rencontre cet extraterrestre, qui lui disent qu'ils sont à l'origine de la vie sur Terre. Et du coup, on retrouve à travers ce message raélien une connexion avec ses ancêtres, avec son passé. Connexion que les traditions, enfin, que l'Église catholique, en fait, et que la colonisation, si je comprends bien, ont essayé de couper de tout cet héritage. De présenter toutes ces pratiques traditionnelles africaines, de les diaboliser. Toutes nos prières authentiques, nos parents qui font des libations, qui évoquent vraiment la bonté sur le village, qui évoquent la paix, on dit qu'ils sont en train de prier le diable. Et rapidement, on les traite de sorciers ou de sorcières. C'est comme ça que l'Africain a été coupé de ses réalités culturelles. Alors parce qu'il y a le retour aux traditions africaines, et en même temps, comme tu disais tout à l'heure, il y a il faut le dire, énormément de jeunes dans le mouvement africain.
et énormément, on le disait tout à l'heure, de jeunes étudiants, Oui. d'étudiants qui font des longues études dans voilà. tous les Si, si. corps dans tous les corps de métier, Tous les y corps de compris les métier. corps scientifiques en fait. Si. Comment on Et- arrive à être étudiant, à être docteur en ceci, docteur en Oui. cela, et reconnaître un message qui qui nous parle d'extraterrestres, de création de vie ailleurs? Est-ce que c'est quoi comment est-ce possible? Oui, mais déjà, quand tu prends le message raélien, il y a un chapitre tout entier sur la science. Eh ouais, Vous c'est voyez, ça l'idée. Ouais. les arts, la science, tous ces éléments stimulent le cerveau du jeune raélien à vraiment s'intéresser à la science. Le mouvement raélien dit même que la science est notre religion quelque part. Mais bien sûr, il s'agit de la science, de la véritable science, la science qui est basée sur l'amour. Et cette science-là, ça nous touche parce qu'on sait que c'est grâce à elle que les Elohim nous ont créés. Et qu'en étant scientifique, on fait un peu aussi ce que les Elohim ont fait. En étant de bons artistes, on contribue à ressembler le mieux aux Elohim. Donc, c'est un peu ça qui nous pousse, qui a poussé beaucoup de jeunes Africains à tenir au niveau des études, à faire le maximum. Aujourd'hui, le nombre de doctorats, le nombre d'ingénieurs, c'est vraiment légion, quoi, en Afrique. Ça, c'est vraiment une des marques ça nous a touché, ces aspects du message. Ça nous a touché. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les sites internet du mouvement rael.org ou Oui. autre, cette notion de cette philosophie qui spiritualise la science et qui vient démystifier les religions. Les religions, tout à fait. Et c'est ça. C'est cool, hein, cette entrevue, parce que ça permet donc, du coup, ces choses-là, j'imagine, tu les as développées, parce que c'est 9 heures d'interview avec on en a parlé. pour Netflix. Et je comprends que, ayant parlé de tout ça, quand tu vois ces 2 minutes, comme tu les vois, ça fait quelque chose. J'avoue que malgré tout, j'ai le sentiment que ceux qui sont venus nous interviewer, ils ont dû subir, peut-être que quelques-uns parmi eux avaient de mauvaises intentions réellement, mais tout ce que j'ai vu, une équipe de 15 personnes bienveillantes, je suis pas sûr qu'ils soient tous dans la marmaille, quoi. Ouais. Et que, quelque part, ils ont dû être touchés par ce qu'ils ont pu voir, ou ce qu'ils ont pu entendre. Et que peut-être qu'il y aurait une deuxième session, un deuxième documentaire qui va sortir après, qui sera plus proche de la vérité. Une deuxième saison. Voilà. Une deuxième saison, pourquoi pas. Ouais. Ils ont certainement assez de films, d'enregistrement pour faire une deuxième partie. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, ça fait politiquement correct, ça fait socialement correct de taper sur les raïdiens. Mais quand dans 5 ans, les apparitions d'OVNI vont se faire encore plus légion, lorsque la science va de plus en plus démontrer la capacité de la création, le concept de création de la vie en laboratoire, lorsque le codage va devenir une évidence, peut-être que Netflix va, à ce moment, sortir un documentaire plus proche de la réalité. Et moi, je me dis qu'ils ont toujours la possibilité de se racheter. On le sent, hein. On le sent, on n'en est pas loin. Ouais, on n'est pas loin de ça. Cette série, bon, elle vient amener le côté sulfureux, sensationnel. On parle, on l'a vu dans la série, des aspects sur lesquels aujourd'hui on a tellement d'éléments à apporter et tellement de contre-vérités à apporter par rapport à ce qui est dit, parce que ça se démonte en 2 secondes. Si dans 1 ou 2 épisodes là où sont abordés des thèmes assez sulfureux, si le mouvement raélien était vraiment ce qu'on présente de lui, il serait interdit depuis longtemps. Depuis longtemps? Ça fait 50 ans qu'il existe. Voilà quoi. Raël est toujours vivant, il est toujours là, le mouvement raélien est toujours présent, toujours plus présent que jamais. Et à d'autres niveaux, j'imagine pour l'Afrique, c'est pareil quoi. Pour l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique quoi. C'est rétablir en fait entre guillemets cette vérité, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction quoi. Il y a eu des années et des années de discrimination. Mais je pense que mon sentiment reste qu'on n'en a pas fini avec cette série. On n'en a pas fini avec. Et cette émission, j'espère, ces sessions que l'on fait vont y contribuer. On espère bien. Merci, Ya. Ça a été un plaisir. Vraiment merci. Ça a été un plaisir. J'espère que ça vous aura plu de découvrir un petit peu, quelque part, les coulisses de l'enregistrement de Netflix quand toutes les équipes sont venues à Abidjan t'interviewer. C'était une sacrée affaire. Sacrée affaire. Et puis de découvrir Yaboni, parce que vous l'aviez vu que 2 minutes et que son visage maintenant vous est familier, de le découvrir un peu plus, de découvrir son histoire. On vous dit rendez-vous à très bientôt avec d'autres raéliens de Netflix. 1, 2